Bonjour à tous, alors on vous parle beaucoup du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. On vous dit effectivement que c'est lié à un problème de frontières tracées par les Français, les anciennes colonies françaises de l'époque. C'est tout à fait faux. Permettez-moi ici de vous donner mon point de vue. Et là, je vais être obligé de diviser quand même cette vidéo en plusieurs petits chapitres afin que vous compreniez bien l'essence même, le pourquoi du conflit. Et croyez-moi que le conflit n'a visiblement rien à voir avec ses frontières territoriales. Le premier chapitre va concerner Hun Sen. Hun Sen, c'est le personnage central de ce problème entre le Cambodge et la Thaïlande, et vous allez voir que son historique est assez intéressant à découvrir. En 1970, Hun Sen est juste un adolescent qui rejoint un nouveau mouvement politique, les Khmers rouges. Il fait ses preuves, il monte les grades et en 1975, il est déjà commandant de plusieurs unités de combattants. 1975, ça correspond avec le début du massacre des Khmers rouges. Pardon, non pas le massacre des Khmers rouges, mais le massacre généré par les Khmers rouges vis-à-vis de leur population. Ils ont massacré quasiment la moitié, voire même la moitié de leur population. Tous les intellectuels, professeurs, docteurs, avocats, enfin tout ce qui était intellectuel ont été systématiquement massacrés. Tous ceux qui ne pensaient pas comme les Khmers rouges ont été massacrés. Enfin, c'est véritablement un génocide. Donc Hun Sen, en 1975, il a ses unités de combattants. Alors il n'y a pas de preuves directes, mais certains disent qu'il est à la tête de certains massacres de civils plutôt que ces musulmans khmers. Et en 1977, donc quasiment 2 ans après le début du génocide, Hun Sen il dit ça sent pas très bon pour moi. Il y a des purges côté Pol Pot, donc il faudrait que j'aille me réfugier vite fait bien fait avec certains de mes hommes. Et il est parti faire un exil et il est parti se réfugier au Vietnam. 1978, donc juste un an après, il revient au Cambodge, mais cette fois-ci avec l'armée vietnamienne. Avec l'armée du Vietnam, il parvient à virer les Khmers rouges et il est nommé, en 1979 je crois, il est nommé ministre des Affaires étrangères, il a à peine 27 ans. Il va rester comme ministre des Affaires étrangères de 1979 à 1984, continuer à gravir les échelons et il va enfin être nommé Premier ministre. Ce poste de Premier ministre, il va le garder jusqu'en 1993, nouvelles élections, et là malheureusement, il est de nouveau élu, mais il n'a pas la majorité. Il est obligé de composer avec le prince du Cambodge à l'époque, je reviens plus sur son nom. Enfin bref, il compose avec ce prince qui est nommé Premier ministre, et lui, il est nommé second Premier ministre. Il y a 2 premiers ministres au Cambodge. Alors, ça va marcher plus ou moins de 1993 à 1997, et en 1997, il parvient à évincer ce fameux Premier ministre, ce prince qui doit partir en exil, et il devient pleinement Premier ministre. Il organise de nouveau en 1998 des élections pour la forme, il a de nouveau le poste officiel de Premier ministre, et il ne lâchera plus ce poste jusqu'en 2023. En 2023, on arrive vraiment sur un système familial, on ne parle plus d'élection, il nomme son fils Premier ministre et lui devient président du Sénat. Enfin, une histoire de chaise musicale. En finale, c'est toujours Hun Sen qui tient les rênes du Cambodge. Deuxième partie, l'économie du Cambodge. Alors, avant, l'économie du Cambodge, c'était le textile et le tourisme. Ensuite, comme il était en relation, le Cambodge est en très bonne relation, en très bon lien avec la Chine, ou du moins était en très bonne relation avec la Chine, c'était un petit peu la porte ouverte pour les triades, pour tout ce qui est mafieux, qui ont commencé à installer petit à petit des centres d'appel frauduleux. Ces centres d'appel frauduleux prennent de plus en plus d'ampleur et c'est devenu à ce jour une source de revenus incroyable. On estime, enfin pas moi bien sûr, des experts estiment que les revenus liés aux centres d'appel frauduleux représentent quasiment 60% du PIB, rapportent beaucoup plus que le tourisme ou que l'activité du textile. Ah oui, ça a l'air de rien comme ça, mais ça génère des dizaines de milliards de dollars tous les ans, et cet argent transite entre autres par les casinos qui appartiennent à la famille d'Hun Sen. Et les centres d'appel frauduleux et les casinos, ça va justement faire partie d'un prochain chapitre. Troisième chapitre, la famille Thaksin. Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique politique en Thaïlande, mais effectivement, Thaksin est arrivé au pouvoir il y a quelques années. C'est un homme d'affaires très influent, très populiste, qui a gagné des élections. Et puis, petit à petit, il n'a pas spécialement fait plaisir aux élites, aux militaires et autres. Et au final, il a dû partir en exil.
Alors, une des premières étapes lors de son exil pour éviter les peines de prison, c'était de s'installer au Cambodge. Au Cambodge, où il a des affaires dans les casinos de Hun Sen, il a une partie des actions, il a des parts dans les casinos de Hun Sen, mais il est également devenu conseiller financier de Hun Sen, dont véritablement des liens entre deux grandes familles. D'un côté, au Cambodge, il y a la famille Hun Sen, et de l'autre côté, en Thaïlande, il y a cette fameuse famille Thaksin. Donc tout va pour le mieux du monde, les deux familles s'entendent extrêmement bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais est-ce que cela va durer? On va le voir tout de suite dans le chapitre suivant. Chapitre suivant, les centres d'arnaque et les casinos. Vous l'avez vu, l'économie de Hun Sen repose avant tout sur les centres d'arnaque frauduleux et également sur le blanchiment d'argent qui passe via ces casinos, qui passe par d'autres filières, mais ça passe également par ces casinos et il doit se prendre une belle commission au passage. Nous sommes en 2025 et c'est vrai que la pression est de plus en plus forte par rapport à ces fameux centres d'arnaque frauduleux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous retrouvez le lien en bas dans la description. Donc ces centres d'arnaque frauduleux, ça commence à devenir vraiment problématique au niveau international et également pour la Chine, parce que là, la Chine, elle commence à perdre la face. C'est de l'argent qui est volé directement auprès des concitoyens chinois. C'est également de l'argent qui est pillé au niveau des Thaïlandais, enfin au niveau de pas mal de nationalités. Et il y a également un problème de traite humaine. C'est vrai que pour faire tourner les centres d'arnaque frauduleux, attention, il ne s'agit pas d'une petite chambre quelque part, ce sont quasiment des villages qui sont construits où les gens sont parqués, prisonniers. Donc on enlève des gens, il y a des traites humaines, on kidnappe les gens, on les torture, on les oblige à travailler. S'ils ne font pas assez de chiffre d'affaires ou s'ils refusent de travailler, ils sont torturés et ensuite exécutés. On arrive vraiment sur un système mafieux qui est abominable. Donc côté thaïlandais, on commence à mettre la pression sur les centres d'appel frauduleux. Et pas seulement. Alors, il faut se remettre un petit peu dans l'histoire. Nous sommes en 2025 et la personne qui est première ministre à l'époque, c'est la nièce de Thaksin. Donc, on est vraiment là sur un combat de famille à famille et la nièce de Thaksin, qui est donc en très bonne relation avec Hun Sen, la nièce de Thaksin, qui est première ministre, commence à serrer la vis au niveau des centres d'appel. Donc, il y a des arrestations qui se font, on commence à couper les arrivées d'Internet via le Cambodge. Et, cerise sur le gâteau, il y a un projet de loi pour créer des casinos en Thaïlande, faire une concurrence directe au Cambodge en créant des casinos en Thaïlande. Alors là, vous pensez bien, le sang d'une scène n'a fait qu'un tour et, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? En juillet, je crois que c'est vers juillet, boum, premier problème au niveau de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Parce que croyez-moi, ces petites histoires de frontières, ça arrange bien les histoires de pas mal de personnes. Donc côté cambodgien, on manipule un petit peu la population, on pousse un petit peu à l'excès, on commence à faire sortir un petit peu les problèmes. Là, la tension monte entre la Thaïlande et le Cambodge, enfin au niveau de la frontière. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, la nièce de Thaksin, donc la première ministre, passe un appel téléphonique directement à Hun Sen. Alors Hun Sen, intelligent, il ne passe pas par des voies officielles, il demande un appel privé. Sympathique, petit appel privé, on discute entre nous, et la première ministre discute avec Hun Sen, en l'appelant mon oncle, oui, ne t'en fais pas, on va ranger les histoires, déjà les histoires du casino vont tomber à l'eau, on ne fait pas de casino, et puis je vais remonter un petit peu les bretelles du commandant de l'armée, là, qui vous fait des problèmes à la frontière, ne t'en fais pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et Hun Sen, fin stratège, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère donc cet appel téléphonique privé, l'enregistrement, et il divulgue cet enregistrement. Et ceux qui sont en Thaïlande, qui ont suivi un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour constitutionnelle a tout simplement décidé de destituer la première ministre, de destituer Thaksin, la nièce de Thaksin, ça y est, éjectée en tant que première ministre. La première ministre est destituée, il faut nommer un nouveau premier ministre. Alors, véritable prise de tête, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va vraiment vous embrouiller, c'est assez complexe. Mais au final, on a un premier ministre du parti Bunjatai. Bunjatai, c'est un parti de droite, conservateur, très proche de l'armée, de la famille royale, enfin vraiment des conservateurs. Le parti Bunjatai, qui à l'époque, en 2023, est arrivé troisième au niveau des élections. Donc voilà, il a besoin d'une majorité, il a besoin de partenaires pour pouvoir obtenir le poste de Premier ministre, donc à Nutin, et pour ce faire, il est obligé de faire une coalition avec le Parti populaire. Alors le Parti populaire, c'est carrément l'opposé d'un parti traditionnel, hein. Ils sont plutôt de gauche, libéral, mais voilà, eux, ils veulent complètement réformer la charte, ils veulent réformer la Constitution
pour que justement les 500 parlementaires qui sont élus par le peuple aient plus de voix et que justement les lois qu'ils votent ne soient plus censurées par la Chambre haute, par le Sénat, et qu'elles ne soient plus censurées par la Cour constitutionnelle. Donc c'est un petit peu le but du Parti populaire, de réformer les côtés traditionnels de la Thaïlande, de la politique traditionnelle et conservatrice de la Thaïlande. Et ils ont dit à Un Nutin, écoute, tu as besoin de nos voix pour devenir Premier ministre, il n'y a aucun problème, on te donne nos voix, mais en contrepartie, tu vas devoir t'engager à arrêter le gouvernement dans les 4 mois, d'ici la fin de l'année, arrêter le gouvernement pour proposer des élections qui auront lieu 3 ou 4 mois plus tard, le temps qu'on fasse campagne électorale, et tu dois également t'engager à modifier la charte pour qu'on puisse modifier un petit peu toute cette constitution qui nous bloque par rapport aux voix qu'on voudrait nous faire voter par la suite. Un Nutin a dit « Ok, pas de problème, on fait comme ça, je m'engage, je respecte ». Et le Parti populaire a dit « De toute façon, on reste dans l'opposition, on ne prend aucune place dans le gouvernement, mais si on voit que tu fais un pas de travers, on fera une mention de censure et on va t'éjecter en tant que Premier ministre et il faudra trouver de nouveau un Premier ministre ». Ceci dit, Un Nutin, c'est pas le gars qui est né de la dernière pluie non plus, c'est également un fin stratège, donc il a dit ok, on bosse avec le Parti populaire, il s'est engagé à supprimer, d'arrêter le gouvernement, à poser la démission du gouvernement, enfin à respecter les 4 points qui étaient proposés, et entre autres la modification de la charte, et à mon avis, il prévoyait déjà son coup bien à l'avance. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu dernièrement la proposition de modifier la charte, il y a une partie du Bunjatai, donc du parti d'Un Nutin, qui a voté contre, qui a dit non, 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 on ne modifie rien du tout. Son parti a été à l'opposé de ce qu'il s'était engagé à faire avec le Parti populaire. Donc, le Parti populaire, donc évidemment la charte n'a pas été acceptée, enfin, la réforme de la charte n'est pas passée, et le Parti populaire a dit, bah, ok, nous dès qu'on va rentrer en séance, on va déposer une motion de censure contre Un Nutin, contre le Premier ministre, et l'obliger à démissionner. Et ensuite, bon, on va refaire nommer un nouveau Premier ministre. Et puis, non, ça se passe pas comme ça, parce qu'Un Nutin, il avait déjà senti le vent venir depuis pas mal de temps. Et Un Nutin, il a qu'un objectif en tête, ce sont les élections à venir. Alors, c'est pure spéculation de ma part, mais je pense que Un Nutin n'a jamais prévu de modifier la charte, ni d'aller au bout des promesses qu'il avait fait avec le Parti populaire, donc d'aller jusqu'à la fin de l'année ou au-delà, ensuite de poser sa démission et d'avoir ensuite 3-4 mois de période électorale pour proposer des prochaines élections. Non, non. Son objectif était autre. Premièrement, il a utilisé effectivement le problème avec la frontière. Là, le côté cambodgien, il continue un petit peu à houspiller côté thaïlandais. Et là, Un Nutin, il n'a pas fait l'erreur de la première ministre en disant « on va essayer d'arranger les bidons ». Lui, il est rentré carrément dans le tas. Il a dit ah, « non, 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 souveraineté, vous savez, relancer un petit peu le nationalisme avant des élections, rien tel que pour drainer un petit peu les voix vers votre parti, vous montrer que vous êtes un homme fort. En même temps, le fait de montrer qu'on est un homme fort par rapport à la frontière, ça fait oublier un petit peu la gestion pas terrible par rapport aux inondations qu'il y a eu dans le sud. Donc voilà, une façon de mettre un petit peu de la poudre aux yeux, histoire de se mettre en avant, et surtout de couper l'herbe sur le pied par rapport au Parti populaire. Le Parti populaire voulait déposer cette fameuse motion de censure pour éjecter le Premier ministre et trouver un autre Premier ministre. Et lui, il a tout simplement dissous le gouvernement. Donc il a dit, voilà, je dissous le gouvernement, je dissous le Parlement, on arrête tout et on va mettre en place de nouvelles élections dans une période de 45 à 60 jours. Ça veut dire qu'il reste quasiment maximum 60 jours, même pas. Je crois que les prochaines élections, d'après les experts, ça va se passer le 8 février. Donc il y a quasiment à peine, il y a les fêtes de fin d'année et tous ces trucs-là. Donc le Parti populaire qui, lui, a besoin d'une longue période électorale pour aller visiter les gens, pour faire sa publicité, pour essayer de gagner des voix, mais il se retrouve avec une période électorale qui est vraiment rétrécie, donc très peu de temps pour essayer de faire la promotion du Parti populaire et de passer majoritaire pour les prochaines élections. Un Nutin, lui, il a déjà son expérience et puis il se met en avant en tant que chef de guerre, défendeur de la nation. Et c'est vrai que les Thaïlandais sont assez critiques vis-à-vis du Cambodge. Donc, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est faible et qui recule face au Cambodge, ils ont quelqu'un qui est fort, qui revendique ses territoires, qui ne se laisse pas faire, qui envoie les avions de chasse. Donc voilà, ce sont des voix qui sont gagnées. C'est pas pour ça qu'il va gagner les élections, mais disons qu'il tire avantage, c'est la meilleure stratégie, c'est vraiment le meilleur timing pour dissoudre effectivement le Parlement et de relancer des élections vraiment très fin stratège.
Alors désolé, je rentre pas dans tous les détails parce que la vidéo prendrait des heures à tout expliquer, à voir toutes les petites manœuvres politiques et autres. Chose importante pour cet épilogue, c'est de voir également la modification des alliances internationales. N'oublions pas que depuis toujours, la Chine a été un fervent support du Cambodge. Or, les USA, les États-Unis, sont un fort soutien de la Thaïlande. Il y a régulièrement des manœuvres militaires en commun. Voilà, donc un lien fort entre les États-Unis et la Thaïlande et un lien fort entre la Chine et le Cambodge. Ça, c'était avant. Maintenant, les cartes sont en train d'être rebattues. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, au niveau du Cambodge, je vous dis, il y a les centres d'arnaque qui font énormément de mal à la Chine. Et là, ça plaît pas à la Chine. Au niveau des États-Unis, la Thaïlande s'est rendu compte que cet ancien allié pouvait très bien, du jour au lendemain, se retourner contre eux. On le voit avec Trump et cet axe. Donc là, ils sont en train de chercher peut-être d'autres alliances. Et quand je parle d'autres alliances, je pense éventuellement à un rapprochement avec la Chine. Et la Chine, ça les intéresse d'avoir un nouveau partenaire, de couper un petit peu l'herbe sous le pied des États-Unis et de récupérer la Thaïlande. Et je pense que le voyage que le roi et la reine ont fait dernièrement en Chine, alors qu'ils sont en pleine période de deuil, c'est ça que j'ai été surpris. Le roi et la reine, déjà, qui fassent un déplacement officiel, c'est relativement rare, mais en plus qu'ils le fassent pendant une période de deuil, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc je pense qu'il y a également quelque chose derrière ce déplacement officiel et qu'il y a effectivement peut-être des liens, des nouveaux liens qui sont en train de se tisser entre la Chine et la Thaïlande pour compenser un petit peu tout ce qui se passe avec les États-Unis. Alors au niveau des États-Unis, on ne sait pas ce qui va se passer non plus. Trump a mis en avant le fait de dire, mais attention, les taxes, on va les monter à 36% si vous ne signez pas un traité de paix entre vous deux. Là, il est retombé à 19%. Là, Nutin dit, OK, nous, on est prêts à faire la paix également, mais on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, encore aujourd'hui, il a dit, OK, on met fin aux hostilités, mais il faut d'abord que le Cambodge reconnaisse cet tort et qu'ils fassent, eux, marche arrière, qu'ils arrêtent un petit peu de venir poser des mines antipersonnelles, de commencer à faire la provocation avec la population, pousser la population pour venir provoquer aux frontières. Donc voilà, il a un langage assez fort et d'ailleurs, apparemment, aujourd'hui, il a continué à faire des bombardements avec les F-16, alors que Trump a dit, voilà, ça y est, je leur ai téléphoné, ils ont dit qu'ils arrêtaient les hostilités. Ben non, apparemment, aujourd'hui, samedi 13, la Thaïlande a continué à bombarder, à envoyer ses chasseurs directement sur des objectifs militaires au Cambodge. Donc voilà, on est loin, c'est loin d'être fini. Je pense que Nutin, son intérêt, c'est de se montrer en homme fort, de montrer qu'il protège la nation, qu'il est là avec les militaires. Ça redore également l'image des militaires. On ne sait pas non plus comment ça va se passer au niveau des élections. N'oublions pas qu'il y a énormément de population qui a été déplacée au niveau des frontières, qu'au niveau du sud, on est toujours un peu dans les inondations. Donc ça va pas être évident d'ici le mois de février déjà à faire un petit peu la campagne électorale et ensuite d'organiser des élections. C'est vraiment un laps de temps qui est très court. Et je pense que Nutin veut profiter de ce laps de temps relativement court pour redorer un petit peu son image et se présenter en tant qu'homme fort capable de protéger la nation en vue de gagner les prochaines élections ou de négocier éventuellement des coalitions. On verra ça au moment des résultats des élections. Là, c'est encore une autre histoire. Allez, je vous dérange pas plus, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, hein. C'est les petits likes qui font vivre effectivement la vidéo, qui permettent qu'elle soit beaucoup plus visible. Sur ce, moi je crois que je vais aller faire une petite balade à moto sur les bords du Mekong, d'où je vous présente bien sûr toutes mes salutations tropicales. Allez, bye bye.